Au nom de notre commandant en chef des forces armées, le président de la République, le général Lansana Conté, l'honneur m'échoit de vous remettre les hautes distinctions décernées à titre posthume, médaille décernée par la République française pour honorer sa mémoire et sa famille. Merci à la France et à ses partenaires. Merci à tous ceux qui sont investis pour que ce jour ait lieu, ce grand jour, pour Bomboli, pour Pita, pour Boualtapé et particulièrement pour Pel Floyabé. Paix à l'âme de notre regretté Mamadou Hadi Ba. Mamadou et Ibrahima n'avaient jamais imaginé qu'ils seraient un jour les invités de la France à cause de cet oncle Hadi Ba qu'ils n'ont jamais connu. Ils savaient qu'il avait été tirailleur sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il était mort quelque part dans l'est de la France, mais ils ignoraient il y a encore peu combien le parcours de leur oncle est unique et digne d'un authentique héros. Hadi Ba avait été adopté et instruit par un percepteur de Conakry, en Guinée. En 1938, prenant sa retraite, ce dernier rentre à Langeais, en Touraine, et emmène avec lui son protégé. Lorsque la guerre éclate, Hadi Ba est à Paris. En novembre 1939, il s'engage comme volontaire. Il est affecté au 12e régiment de tirailleurs sénégalais, alors cantonné dans la Haute-Marne. L'armée française est en pleine déliquescence, c'est la débâcle. Les bataillons coloniaux sont les seuls et les derniers à opposer une résistance farouche aux divisions allemandes. Abandonné par l'état-major, le 12e RTS livre son ultime combat le 19 juin 1940 à Aréville-les-Chanteurs. Les tirailleurs sénégalais sont décimés, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de vivres, ils sont un peu perdus dans la campagne et ils sont faits prisonniers. En passant dans un village, le soir pour se reposer, les Allemands trouvent dans la cave de la maison du champagne et se saoulent. Les Africains, eux, se sauvent évidemment, puisque les Allemands dorment. Hadi Ba, par son charisme et aussi son intelligence, s'est improvisé le chef de cette petite troupe. Et pour mieux asseoir son autorité, d'ailleurs, il récupère un manteau où il y a les galons d'adjudant, et il prend un sabre, et tout le monde dans le pays l'appelle adjudant Hadi Ba. Mais attention, c'est que l'existence de 40 Africains armés au milieu de l'armée d'occupation allemande pose vraiment un problème. Parce que si jamais ils sont attrapés, les habitants peuvent subir des représailles. Par des complicités intérieures, on achemine tous les Africains petit à petit vers la Suisse où ils sont internés au camp de Degersheim. Mais Hadi Ba, lui, reste là parce qu'il veut continuer le combat et se transforme en ouvrier agricole. Alors il a des contacts avec la résistance, il donne des renseignements, il les achemine, et Hadi Ba est partout, quoi. Il regarde, il noue de très bons contacts avec les habitants. Parce que, mon cher neveu, votre oncle, c'est un don Juan. J'aime mieux vous le dire, j'ai parcouru le terrain et j'ai vu beaucoup de vieilles dames qui m'ont dit qu'elles avaient été émues et impressionnées par votre oncle. Avant d'entamer un périple sur les traces de leur oncle, les neveux devaient bien cette visite au colonel Maurice Rive. En 1984, le colonel effectue des recherches sur l'histoire de la résistance dans l'est de la France. Il est stupéfait d'apprendre qu'un soldat guinéen y avait participé et qu'il avait été fusillé par les Allemands. Il mène son enquête sur le terrain, secoue les mémoires et découvre que ce Guinéen avait été rien moins que l'un des créateurs du premier maquis vosgien. Trouvant pitoyable que son nom ne figure nulle part, alors que selon ses propres termes, les autres sont bardés de médailles, il obtient en 1991 qu'une rue de Langeais soit rebaptisée du nom du résistant. Mais toujours pas de reconnaissance officielle de la part de la nation. 60 ans après, l'injustice est sur le point d'être réparée. Ce retard n'honore pas la France, mais les plus philosophes penseront mieux vaut tard que jamais.
Les neveux sont invités par l'Office national des anciens combattants d'Épinal pour recevoir les hautes distinctions de la République au nom de leur oncle à titre posthume. Jusqu'à la fin de sa vie, la maman d'Adiba n'a jamais su qu'il Elle n'a était jamais su qu'il était mort. Il pensait que... Parce qu'on l'a Elle caché. pensait qu'il était en Chaque France. fois qu'on l'envoie des sous, on dit bon tiens, ton fils t'envoie ça parce qu'il va venir, il envoie le Il est handicapé, bon, il ne peut pas se déplacer, il préfère rester là-bas. Chaque fois il envoie des sous, il demande les bénédictions. C'est comme ça qu'on a trompé la vieille jusqu'à ce qu'elle décide d'en sortir. En fait, il y a quelqu'un qui a... l'anniversaire. Non, oui, c'est le 60e anniversaire. Et il y a quelqu'un qui a remué ciel et terre pour faire obtenir 2 médailles à titre posthume. La croix de la médaille de la Résistance et la croix du combattant volontaire de la Résistance. C'est un monsieur Mathieu qui a connu Adiba dans qui a connu Adiba au maquis. Pour Hubert Mathieu, ce 14 juillet 2003, aux côtés des neveux de son ancien camarade, a la saveur d'une victoire obtenue à l'arraché contre les résistances bureaucratiques. Prenant le relais du colonel Maurice Rive, cet ancien réfractaire au STO a saisi à bras le corps l'administration française et le monde politique pour que la mémoire du martyr guinéen puisse être un jour officiellement honorée. Localiser la famille de Adiba, entrer en contact avec elle, l'aider dans ses démarches administratives, lui ont pris plusieurs années, écouter des dizaines de lettres aux autorités. Il faut dire une chose, c'est que pour obtenir une médaille, même la plus haute soit-elle, il faut la demander. Et il faut que ce soit la famille qui la demande. Ce n'est jamais l'administration qui peut proposer. C'est comme pour la Légion Donc là, d'honneur. par définition, il ne pouvait pas demander. Absolument. Et puis Hubert Mathieu, Voilà. En l'occurrence, ne fait pas partie de la famille. Donc, Non, absolument pas. Même si les résistants sont une grande famille. Ah ben la guéguite de tête, hein. Voilà. Voilà. Alors, ah bah carré A. Carré A, alors. À la Libération, curieusement, les autorités militaires françaises ont transféré le corps d'Adiba à la nécropole nationale de Colmar. Sur les documents allemands figurait la mention « nègre arabe condamné à mort ». Et sur les notes de service de l'armée française, un laconique fusillé par les Allemands, décoration néant. Adiba repose anonyme parmi ces milliers de frères surnommés Force Noire par le général Mangin. Pendant la Première Guerre mondiale, déjà, 134 000 d'entre eux avaient été arrachés à l'Empire colonial et plus de 35 000 furent tués. En 1940, quand l'offensive allemande a commencé, ils étaient 60 000 sur le front. Et c'était des combattants d'élite, très instruits, physiquement aguerris, qui avaient été choisis presque un par les colonels des régiments et qui ont résisté héroïquement au sein de l'armée française, des très rares qui ont résisté, dirais-je, et qui ont fait front à l'ennemi. Il y a eu 25 000 tués, prisonniers, disparus ou blessés. Donc là, après, ils ont subi, beaucoup ont été en captivité, se sont évadés et ont rejoint ce qu'on appelait la zone libre qui n'était pas occupée par les Allemands. Là. Je vais passer là.
Charles Maillard n'avait que 12 ans en 1940. Il a été marqué à vie par les derniers combats dans son village. Il n'oubliera jamais le martyre de ces soldats de couleur qui avaient surpris la Wehrmacht par leur courage en lui occasionnant de sérieuses pertes. Entre Noël et Nouvel An 1940, j'ai vu tout un convoi de ma foi, des camions allemands avec une auto-mitrailleuse devant et un sidecar derrière. Alors, dans ces camions, c'était uniquement des personnes de couleur, des soldats de couleur. Et il faisait un froid terrible. Ils étaient tous debout sur les camions. J'ai vu 5 camions au moins de tirailleurs sénégalais, comme on dit. Et on les emmenait sur Épinal, voilà. Il y a eu un camp d'internement aussi au-dessus d'Épinal. La rumeur publique a dit qu'on en a fusillé beaucoup. Maintenant, il y en a eu qui n'ont pas voulu se laisser se rendre. Hein. Alors, il y en a eu qui se sont échappés comme ça dans tout le coin. Ils sont réfugiés dans les bois. Et les Allemands, quand ils envoyaient, naturellement, ils les tiraient comme des lièvres. On dirait comme des, hein. À Gendreville, les Allemands ont abattu à bout portant, sans raison, 2 tirailleurs prisonniers. Ils ont donné l'ordre à la population choquée de les enterrer sur place. Mais dès qu'ils eurent le dos tourné, le maire a décidé de les inhumer dans le cimetière du village. Il y a quelques années, lorsqu'il a été décidé de regrouper tous ces morts dispersés dans une même nécropole, le village a dit non. On les garde avec nous à vie jusqu'à la fin des temps. À chaque commémoration, la population continue de se recueillir sur leur tombe. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris un risque terrible sur la plaque qu'ils avaient mis abattue par les Allemands. Au 11 novembre 1940, leur père, qui était maire du village, a fait comment dirais-je moi, a fait la cérémonie classique du 11 novembre avec les drapeaux, avec tout. Il a été dénoncé et c'est un tribunal français qui l'a puni d'avoir été patriote. Et ce sont les anciens combattants qui ont payé, je crois, l'amende à laquelle il avait été condamné. Et tiens, c'est par là. Bakri Diallo, classe 1933, 12e 6e compagnie, originaire de Guinée, abattu par les Allemands le 19 juin. Et avec ça, le maire, parce qu'il avait fait ça, a été condamné par la justice de Vichy. Oui, c'était du 12e comme Adiba. Il y a eu, à partir de 1942, des Africains qui étaient prisonniers évadés ou qui avaient été libérés et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que les communications maritimes étaient interrompues, qui ont pris les armes dans les maquis en 1944. Beaucoup ont été tués, mais ils n'avaient pas la qualité de résistants d'un réseau comme Adiba. Ça, c'est le cas unique. Je ne trahirai pas aujourd'hui, je trahirai demain. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Ces vers de Marianne Cohn peuvent être dédiés à Adiba, lui qui n'a pas trahi, même sous la torture. Voilà. C'est la boucherie avant, c'était cassé. Hein. Et dans la petite fenêtre là-bas. Ah voilà. Ouais, eh ben, il y couchait là. Hein, des fois, il arrivait à 11h du soir, il couchait dans cette petite... vous voyez, c'était comme ça à l'époque. Mais avant, ben, c'était une belle devanture ici. Ouais, hein, ben, voilà. Hein. Comme il croisait souvent Adiba dans les rues du village, Jean Barbier, du haut de ses 10 ans, l'avait surnommé l'Africain des bois. Car personne n'ignorait ses allées et venues entre les villages des environs et les crêtes boisées. En fait, il venait à Iche, comme dans tous les autres villages, se fournir en ravitaillement pour les maquisards.
Il avait tout un réseau de commerçants complices chez qui il s'approvisionnait. Depuis la reconnaissance officielle accordée par la nation, le souvenir que Hadiba a laissé dans la région est en train de prendre la dimension d'un véritable mythe. Voilà la coopérative fromagère. Voilà, donc la coopérative fromagère où ils venaient chercher fromage et beurre. Hein. Hadiba, c'était un dur. Hein. Et je dirais même, en 41, voir un Africain faire de la résistance, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars hein. Il est inconscient, quoi. D'autant plus qu'il se promenait comme ça, très décontracté. Et alors, Hadiba, il avait des points de chute un peu partout. Hein. Il avait des endroits à Icho où il dormait, il avait des endroits à Fouchécourt où il dormait, et des endroits à Romain-au-Bois où il allait, hein. Et il avait des points de chute partout, et il a été accueilli comme un gars drôlement sympa, quoi. Alors là, c'était ma maison. C'était ma maison paternelle, si vous voulez. Hein. Et moi, donc, j'étais donc ici, à cet emplacement, et on voyait Hadiba, hein, qui montait avec son vélo, hein, et allez, salut, ça va, oui, et puis il était tout content, il rigolait, vous voyez. Faire de la résistance en 41, ici je ne veux pas dire qu'on jouait la carte des perdants, mais enfin, on y croyait guère, tandis que lui, hein, africain, il y a cru. De toute façon, il faut reconnaître que c'était quelqu'un de hors pair, hein, un gars qui avait une étoffe de chef, malgré sa petite taille, hein, et qui a su galvaniser la résistance dans le coin. Hein, son galant, enfin, il y a tout le monde qui l'obéissait, hein, et qu'au maquis de la délivrance, c'était lui le chef et il avait l'autorité. Ah, mon pauvre Adi, oui. Le 15 juillet 43. Ah oui. Ah, le jour, là, le matin. Le jour que les Allemands ont monté, Hadiba nous a fait dire qu'il fallait remonter au camp parce que les deux Allemands étaient barrés. Et puis les autres, tous les requis du STO, ils se sauvaient. Alors, il nous a dit qu'il fallait leur remonter le moral, vous allez coucher avec. Alors, on a monté, puis il n'a trouvé personne dans les baraquements. Alors, on a redescendu. Et heureusement, parce qu'à 4h du matin, les Allemands étaient là. Le 14 juillet, là-haut, on avait nos armes. C'est moi qui étais à Hadiba, puis on était à 5, 6 et 5 là. On a fait un trou pour enterrer les armes. Vous voyez. Alors, on devait le lendemain, le 15, on devait les cacher, ils avaient graissé. Mais le lendemain matin, à 5h du matin, les Boches, comme on dit, arrivaient là. Hein. Ils ont pris papa, directement en arrivant. Papa a été chopé aussitôt. Ils lui ont dit, montrez-moi où est-ce qu'est le maquis. Papa, plus mal, il savait que le maquis était par là-bas. Il les a amenés par là-bas, sur la route de la Vachette jusqu'à la baraque du cantonnier. Le jour qu'est arrivé les Allemands, les gendarmes, la gendarmerie de la marche du canton, étaient alertés, ils savaient marcher sous à la résistance, c'est pareil. Allô, allô, attention, les Allemands arrivent, il y a des gars qui sont restés au camp, il faut les prévenir. Alors c'est là que mes deux frangines ont parti. Monter là-haut, vous voyez, à travers l'angle du bois, vous regardez là-bas, aller là 2 kilomètres en courant, en faisant semblant d'aller chercher les vaches. Et ils ont dit, sauvez-vous, 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 qu'elle leur dit, les Allemands sont chez nous. Mais le pauvre Hadiba, hein, c'est con qui s'est laissé prendre. Il était un homme de couleur, automatiquement il était repérable. Mais alors, il aurait dû partir. Il n'a pas voulu abandonner. Ah, c'est le monsieur. Ah oui, voilà. Ah, là, c'est sa photo. Oui, ça, c'est une photo originale, ça. Ah oui, oui. C'est l'original. Il était surveillé et on comptait aller le libérer s'il y avait possibilité. Et ça a été étudié, il était trop gardé, on ne pouvait pas approcher. Alors, enchaîné, il sans arrêt. Organiser une manière de lui sauver, quoi, de lui libérer. Oui, pour le faire sauver. Du contrôle de camp, c'était pas possible. Mais il a souffert, ils n'ont pas soigné sa blessure qu'il a eue. Mais à la mitraillette, il n'a pas été soigné. Lui, quand papa l'a vu, c'était un squelette, il ne tenait plus debout, le pauvre diable. Il en fait souffrir, souffrir. Dans toute la région de Neuchâteau, en juin 40, on ne voyait que des soldats, des tirailleurs sénégalais. Et au village même, quand ils sont passés, moi et mes parents, on avait déjà caché de ces soldats sur nos tas de fouets. Mais malheureusement, le jour de l'arrivée des Allemands, des Français, même combattants de la guerre 14, sont sans ordre des Allemands, les ont recherchés, ils ont été livrés aux Allemands. Et ces personnes-là qu'on recherchait, ces soldats noirs, c'était déjà un début de collaboration.
j'ai une grande admiration pour Adiba, vraiment immense. Malgré qu'il n'ait pas de galon, il savait prendre l'initiative sur tous les hommes qui étaient là. Il a eu la complicité du maire de Taulincourt qu'il a hébergé pendant 3 ans, et puis l'institutrice aussi, il paraît qu'il allait même l'aider à faire l'école aux enfants. Et l'institutrice en question, Madame Maillère, a été déportée, elle est morte en camp de concentration. Ce qui est là restera éternel pour Taulincourt. C'est la plus grande récompense. Mais les récompensés, si cela n'avait pas été fait, c'était dans une maison de mon grand-père qui se trouvait ici. À ce niveau? À ce niveau-là. Il y avait 3 pièces, dont une fenêtre, une pièce avec une fenêtre, où il s'est échappé et c'est là qu'il s'est fait arrêter par les Allemands. Donc c'est à partir de cette fenêtre qui était de ce côté-là qu'il a été fauché par une mitrailleuse? Oui, il a été mitraillé juste au moment où il sautait la fenêtre. Okay. Comment il est arrivé à Taulincourt ici? Quand ils sont évadés de Neuchâteau, ils ont gagné la fenêtre de Saint-Ouen. Ils sortaient de s'évader de Neuchâteau. Oui. Et ils ont gagné les bois de Saint-Ouen. Et puis, à bout d'un moment, à faute de nourriture, ils ont dit il faut tâcher de trouver à se manger. Alors, c'est de là qu'Adiba est venu trouver votre grand-père. Oui. Monsieur, j'ai l'honneur, au nom des autorités françaises, de déposer en vos mains la médaille de la résistance française, obtenue à titre posthume par Madouassou Mba pour son sacrifice. On vous remercie. Merci beaucoup. Remise de la croix des combattants volontaires de la résistance par Hubert Mathieu. Alors lorsqu'Adiba a été arrêté, il n'a évidemment pas pu prendre son Coran, qui est resté dans la maison. Ce Coran a été récupéré par Madame d'Ormois, donc, qui était la femme du maire qui l'avait recueilli. Et il se trouve que ma mère, qui vivait à Taulincourt à l'époque, qui était toute petite, bien des années plus tard, a pu récupérer ce Coran qu'elle m'a donné. Et moi, je suis très ému aussi aujourd'hui parce que je me suis toujours dit que ce Coran, il faudrait un jour le rendre à quelqu'un de la famille. Alors, je le ramène et puis j'espère je suis ravi de savoir qu'il va retourner en Guinée. Je vous remercie très bien, mon ami. Je vous remercie. Adiba est resté pendant 6 mois entre les mains de la Gestapo à Épinal. Il a gardé le silence et n'a dénoncé aucun de ses camarades ou complices de la résistance. Lorsqu'au petit matin du 18 décembre 1943, le peloton de soldats arma ses fusils pour l'exécuter, une voisine du champ de tir se souvient avoir entendu crier un « Vive la France » à l'accent inhabituel qui tentait de percer l'épais brouillard hivernal. C'est très joli par ici. Hein. Ah ouais, magnifique. Hein.
Quand je viens en vacances, c'est ici que je venais tuer les Pedro. Ah oui? Oui. Vive la Guinée, vive la France! L'ambassade de France a délégué auprès du village natal de Hadiba le chef de bataillon Arnaud d'Anselme. Conquis par l'accueil chaleureux de ses habitants, gagné par l'émotion, il déclarera « Mamadou Hadiba est pour nous un symbole, le symbole de la fraternité d'armes, le respect de la parole donnée et de l'amitié. Cet événement ne peut que renforcer les liens entre la Guinée et la France. Pour résumer, Hadiba est fils de Guinée par le sang reçu et fils de France par le sang versé. » Qu'en pensent les anciens combattants encore vivants? Eux qui ont vu leur pension gelée en 1959 pour cause d'indépendance de leur pays. Ils espèrent toujours une revalorisation des taux d'indemnisation. Mais les autorités françaises sont soupçonnées de traîner en longueur. Attendant peut-être que les derniers tirailleurs disparaissent,